Bienvenue à vous, vous écoutez Descendance, le podcast qui met en voix vos histoires familiales par le prisme de la transmission. Dans cet épisode, vous allez entendre le témoignage de Maëlle, 24 ans, qui souhaitait vous parler de son métissage et de sa construction identitaire entre ces deux cultures. Bonne écoute. Vous qui m'avez donné des ailes, êtes-vous prêt à me voir voler? Ne vous déplaise si jamais elles ne savent pas vraiment où aller. Donc moi c'est Maëlle Hadi, j'ai 24 ans et j'ai réalisé, je dirais, il y a 2-3 ans que j'étais métisse, dans le sens où je suis pas que blanche. Ça est passé en premier lieu, je crois, par ma couleur de peau. Donc ma mère, elle est blanche, issue d'une famille bourgeoise. Donc les deux ont grandi en France. Mon père, lui, est d'origine indienne, tamoule plus précisément. Et ses deux parents sont issus de la première génération d'immigrés. Et les deux ont grandi dans la même petite ville un peu paumée. Et je pense qu'ils faisaient partie peut-être des seuls Indiens des environs. Enfin, j'ai grandi dans une ville assez petite et assez bourgeoise en vrai. Il y avait peu de personnes racisées. Donc je sentais déjà que j'étais à ma place, mais pas trop. Enfin, qu'il y avait un truc bizarre, surtout sur les photos de classe. Et une de mes meilleures potes, elle vivait là et je voyais qu'il y avait des choses très différentes dans sa famille, comment elle faisait famille, et que moi ça correspondait à un schéma tellement plus classique. Avec le papa, la maman, petits frères et sœurs, on était bien habillés, une belle maison grande avec un jardin, etc. Mais le fait que mes parents aient de l'argent, je pense que ça a fait aussi en sorte que j'étais pas dans un cliché et du coup ça a mis plus de temps de me rendre compte que j'étais pas que blanche. Parce que du coup, et même l'éducation, elle était très classique, occidentale, à table, manger avec les couverts. Et justement, ma mère, elle est d'une famille bourgeoise, donc voilà, à table, tu mets pas les coudes sur la table, le couteau c'est très important qu'il soit à droite et la fourchette à gauche, quoi. Que des règles comme ça. Ça faisait vraiment très contrasté entre la maison de papi-mamie, donc les parents de ma mère, et Ayatata, les parents de mon père. Parce que d'un côté, on avait une maison avec un peu l'étagère de colon, quoi, avec le crâne de gorille, défense d'éléphant, les BD Tintin, mais reliés avec des couvertures en cuir, etc. Avec beaucoup de règles aussi, une manière dont il fallait se tenir, etc. Et la maison d'Ayatata, où c'était très chaleureux, c'était beaucoup autour de la nourriture, de jouer partout, de crier, on faisait ce qu'on voulait. Et Maya, elle travaillait à l'usine et après elle était nourrice. Donc c'était pas le même monde, pas du tout. Pour expliquer, donc, il y a mon père, ses parents et sa sœur. Mon père s'est mis avec ma mère, qui a un frère, qui s'est mis avec la sœur de mon père. Donc, ils ont fait 3 enfants, et voilà, on est 3 enfants de chaque côté, c'est comme si on était des doubles cousins, quoi. À côté, il y a 2 cousins de mon père, qui sont venus immigrer en France avec leurs femmes. Et chacun a eu un enfant. Un garçon et une fille de l'autre côté, en gros. Ils sont tous à Avranches, parce qu'ils sont tous venus là où il y avait Aya, à mon avis, et ils sont arrivés en premier. Et nous, on est les seuls dans le sud, un peu coupés de ça. Et Maya, elle a jamais pardonné à mon père d'être partie dans une autre ville. Elle avait besoin que toute la famille soit autour d'elle, parce que c'était une manière aussi de s'enraciner, c'était dans la famille, une forme de contrôle aussi, d'être centrale, d'exister aussi de cette manière-là. Je pense que ma mère, elle était soulagée parce qu'elle aurait pas pu. Elle aurait été obligée, en vrai, de nous amener très régulièrement chez Aya. Il y aurait eu un contrôle dans sa vie qu'elle aurait pas aimé, donc c'était mieux qu'il soit parti. De ce que j'ai vu, mon père, il a été dans ce mouvement de s'intégrer au maximum, de se fondre dans la masse, quoi, d'être le plus blanc possible. Il a choisi un métier qui gagne très bien. Voilà, il a eu la grande maison, un mode de vie, et c'est un des seuls peut-être de la famille qui a réussi comme ça au niveau financièrement, quoi. Je pense que mon père, il aura toujours un peu la culpabilité d'être passé dans une classe sociale supérieure, qui arrive souvent dans la seconde génération d'immigrés. Il y a la volonté de réussir plus que les parents pour offrir justement un meilleur niveau de vie, surtout quand t'as des enfants. Mais souvent, du coup, c'est accompagné d'une culpabilité et d'un trouble un peu d'identité, de trahison. Donc il y a un peu ce poids-là, et qui fait que souvent psychologiquement ça a l'air compliqué, et ça se voit que chez mon père c'est compliqué, même s'il en parle pas, donc c'est vraiment juste purement mes théories, hein. Mais je l'ai vu souvent quand même assez dépressif, et il a des valeurs du travail où vraiment il met tout sur le travail, la réussite au travail. Son père, il est à fond sur les études, c'est-à-dire que quand il nous parlait depuis qu'on est petit, c'était que pour nous parler de nos études. Donc c'était vraiment quand même la réussite
scolaire et après pour bien s'insérer, ça c'était très important. Bon, ça c'est certain qu'il y a eu cette pression-là. Et en même temps, Maaya, il me semble, de ce que j'ai compris, qu'il parlait pas tamoul à la maison très rapidement parce que Maaya devait apprendre à parler français. Mon tata savait déjà parler français. Et c'est un peu ça dans ma famille, c'est les hommes qui sont venus travailler en France et les femmes qui ont suivi, qui ont eu plus de mal, j'ai l'impression, à s'adapter, à s'insérer et qui ont tendance à s'ennuyer. Enfin, il y a des schémas quand même comme ça que j'ai remarqué. Donc ouais, il y a eu des remarques sur le fait que il a bien réussi financièrement, de ma Aya qui allait dire à ma petite sœur ah mais tes parents de manière ils sont riches, de ma tati, donc il a une sœur qui est institutrice et qui va faire en mode ah bah vous avez pas besoin de travailler l'été parce que vos parents ils sont riches. Ben, mon père, il s'est intégré au maximum, quoi. Et à la fois, on en parlait avec mon frère un peu en rigolant, mais t'es en mode, tu trouves pas que papa, on dirait un vieux mec blanc, là, des fois? Et il pense et il réfléchit, même dans le système de domination, dans plein de choses, en fait. Et justement aussi parce que il y a cette part-là qui nous a pas du tout transmis. Enfin, ça me ramène à une discussion que j'ai eue avec justement une de mes meilleures potes qui est métisse. Et elle a été élevée par sa mère principalement. Elle me disait oui, ben j'en ai parlé avec une amie et on s'est rendu compte que en général, vu que c'est la mère qui éduque encore principalement leurs enfants, quand c'est la mère qui est racisée, l'enfant en général il en a conscience dès la naissance. Ça veut dire que ma meilleure pote, elle s'est jamais posé la question de si elle était blanche ou pas. Elle savait qu'elle était pas blanche depuis qu'elle est née. Parce que sa mère lui a transmis la culture que, en plus, voilà, quand tu nais assigné femme, tu identifies à ta mère en général, bon, moi, elle est blanche. Et sauf que je sentais que je lui ressemblais pas. Enfin, d'ailleurs, il y avait plein de gens qui pensaient que, à chaque fois qu'on se promenait, qui s'arrêtaient en mode, oh, vous les avez adoptés. Bon, déjà, il y avait un peu ce truc un décalage comme ça. Où au final, c'est la seule blanche dans notre petite famille de 5, quoi. Et pourtant, on a une éducation, enfin, en fait, ça fait un contraste comme ça qui est assez absurde, je trouve. Ben, mon père, non, c'était la cuisine, mais c'était en mode pour les jours de fête, mais c'était très rare. Et sinon, non. Rien du tout. Pourtant, quand je vois Maaya, quand même, elle transmet des trucs dans son quotidien, dans sa manière de parler, de s'habiller, il y a plein de choses qu'elle a récupérées, qu'elle a gardées de l'Inde. Ben, si à la limite, ok, il y avait le petit placard qu'on a un peu tous dans la famille. Dans la salle de bain, souvent, il y a une étagère avec les dieux. C'est un peu l'hôtel, quoi, avec les photos des personnes décédées de la famille. Donc, il y avait ce placard. Mais en fait, en général, dans ma famille, la transmission, elle a été très... En fait, ils parlent pas de leur passé, ils parlent pas de leur histoire. Maaya, de temps en temps. Mais en fait, c'est quand je suis allée voir ma psy, je lui disais, voilà, je faisais des crises de réalisation, mais je savais pas que c'était ça. Ou d'un coup, je me sentais enracinée dans plus rien et flotter et appartenir à rien et je me sentais très seule. Et du coup, elle me disait, ah ben, va te poser des questions là sur ta famille. Et là, j'ai posé des questions et Maaya m'a parlé d'un enfant qui est mort bébé entre mon père et ma tati. Et c'est là, comme ça, que j'ai eu des petites informations. Alors, mais du coup, mes grands-mères, oui. J'ai pu avoir partagé avec elles, posé des questions. J'ai même enregistré ma mamie et sur son histoire, son parcours, etc. Mais tous les autres, en fait, s'ils peuvent éviter de parler de choses importantes qui leur concernent, de leur vie personnelle, etc. Enfin, moi, mes parents, je sais pas comment ils se sont rencontrés, je sais rien, en fait. Enfin, ils sont pas du tout dans le partage de leur manière de penser, de voir les choses, de leur vécu. Tout est dans garde pour toi. Et là, bon, du coup, ma mère, vraiment, je vais pas la faire écouter ce podcast, mais en gros, mon père, donc là, il est allé en Inde pendant 2 semaines avec sa tati. Et il y a une application, en gros, tu te déplaces, donc t'as la géolocalisation et tu peux mettre des photos avec des textes. Et sur toutes les photos, alors que ça avait l'air barbant et ça pouvait être lourd aussi d'y retourner, il a l'air trop heureux avec sa sœur là-bas. Et en fait, quand elle est revenue, j'ai pas eu trop de nouvelles et juste ma sœur m'a dit ouais ben là papa il est au bout de sa vie, il dort toute la journée, il est pas bien et tout. Et donc moi ça m'a inquiétée, donc je l'ai appelé, j'ai essayé de l'appeler et il y avait des mots clés qui faisaient comprendre qu'il allait pas très bien. Et là la dernière fois ma mère est venue avec ma sœur et je dis à ma mère ouais papa il va mieux et ça va comment ça? Alors qu'ils vivent ensemble, enfin voilà ils sont deux, ils sont tout le temps ensemble. Comment ça ton père il va mais il va très bien, il faisait du cinéma non? Je te dis mais comment ça? Enfin, et du coup ma sœur elle a vu donc elle était en mode maman tu peux pas dire ça et tout, enfin comment tu peux dire ça, enfin lunaire donc c'est vraiment en fait chacun vit son truc de son côté. Quand il
y a cette quête identitaire, souvent, il y a le besoin des métis de retourner dans la terre d'origine, un peu comme une étape pour voir peut-être ce que t'as manqué, ce que t'as pas pu vivre. Et moi, j'avais un peu vu le mal-être de mon père quand il est revenu en France comme ça. Peut-être qu'il s'est imaginé une vie parallèle là-bas. Ben, c'est un peu ça, genre, t'as toujours une autre possibilité. Enfin, le fait d'avoir deux origines, c'est comme si t'avais deux mondes qui cohabitaient, donc peut-être deux vies comme ça parallèles. Et je me demande si c'était ça, il était bien en Inde, il y avait la famille, les gens qui voient pas souvent. Et du coup, est-ce qu'il a pas vu une vie parallèle Et je me demande si ça sert vraiment à quelque chose, quoi. Parce que moi, je l'ai pas fait parce que j'aime pas aller en Inde. De ce que ça apporte d'aller sur cette terre d'origine, parce que du coup, tu y vas en tant qu'étranger. Il a pas voulu nous apprendre le tamoul parce que on est parti de Avranches pour venir vivre dans le sud, alors qu'on passait quand même toutes les vacances d'été en général pratiquement en Normandie, mais elle voulait pas nous l'apprendre parce qu'elle disait que ça servait à rien. Pour 2 mois dans l'année, on n'aurait jamais réussi à apprendre, etc. Alors en vrai, je pense que si on le reparlait, même au téléphone, etc., on aurait pu. Et en fait, mon père, il avait un peu des éclats des fois de quand même, j'ai envie que ce soit présent dans ma vie un peu ces origines. Alors je sais qu'on a eu un DVD, enfin une sorte de CD, mais finalement on a vite abandonné. Nous, on avait déjà un peu plus grandi, donc c'était plus compliqué. Mon père, lui, du coup, il comprenait très bien le tamoul. Donc je pense parce que Aya continue à le parler à la maison, à mon avis, quand même, avec Tata. Mais déjà, c'est un des plus gros héritages pour s'identifier à une communauté, etc. Moi, je sais que ça me fait toujours un petit pincement au cœur quand ma famille se met à parler tamoul entre eux et que, en fait, du coup, je suis complètement étrangère, complètement extérieure. D'un coup, je suis plus dans leur monde et on peut pas... voilà, il y a une coupure, en fait. Après tout ça, c'est depuis qu'Aya elle est morte, ça a déclenché, je pense, chez tout le monde, plein de questions identitaires. Même mon père, il commence à remettre le kaili, c'est une sorte de jupe, on va dire, pour homme, recuisiner plus indien, etc. Donc il y a eu un besoin viscéral en vrai de partager cette culture, de la célébrer, d'en être fier, d'en savoir plus, parce que c'était Aya qui faisait le pont entre ses origines et mon identité ici en France, et qui permettait... En fait, c'est comme si pour moi, elle incarnait en fait ses origines indiennes, vu que j'étais très... française. Et Maya, c'était le repère pour toutes les personnes de ma famille qui sont venues après. C'était un peu la baronne, quoi. C'était la maison centrale, celle qui reliait tout le monde. Une forte personnalité, vraiment. Quand j'ai su qu'il lui restait que quelques mois, il y a eu une grosse crise identitaire, où d'un coup, en fait, en me disant que la personne qui incarnait mes origines allait disparaître, qu'est-ce qui me restait de ça, déjà? Et ensuite, c'est tout con, c'était pendant le premier stage que j'ai fait avec une artiste. C'était en passant dans les toilettes publiques, devant le miroir qui faisait tout le mur. Et d'un coup, j'étais en mode « Oh putain, mais je suis marron !» Ah, mais les gens, ils me voient marron. En fait, les gens qui me connaissent pas, quand ils arrivent et qu'ils me voient, le premier truc qu'ils voient, c'est « Elle est marron ». Et en plus, je sais très bien que c'est pas juste marron, il y a plein d'imaginaires qui doivent me coller à la peau. Et en fait, les gens... Je me suis rendu compte qu'il devait avoir plein d'idées qui suivaient derrière. Et je me suis sentie ultra enfermée et super triste. Et je me suis dit, putain, fais chier, quoi. Ouais, je me sentais pas libre d'être qui je voulais d'un coup en me disant, ah ouais, mais... Parce qu'on a trop d'idées dans la tête. On nous a mis trop d'idées dans la tête. Il y a trop d'imaginaires. Mais dans tous les cas, je le vois, hein, dès qu'il y a des charros qui viennent me draguer dans la rue, c'est, ah, c'est quoi ton petit nom? C'est quoi tes origines? T'es hindou, c'est ça? Ils ont pas compris que c'était une religion. Ça, je l'ai tout le temps. Et même, c'est une question qui revient régulièrement, de savoir, mais même on en parlait avec mes cousins, mon frère, ma sœur, tout le monde, enfin. Et au regroupement, c'est d'où tu viens? De France. Et du coup, on fait les neuneux maintenant de Toulouse, d'Angoulême. Non, mais en vrai, tu vois, genre, oui, d'accord. Donc en fait, c'est, la plupart des gens, du coup, tu leur évoques un ailleurs. Mais donc, t'es pas vraiment d'ici. Du coup, ça te renvoie au fait que t'es en France, mais t'es pas vraiment d'ici quand même. C'est un peu ça où je suis en mode, oh non, je suis trop en chier. Je pense que je le savais avant, hein. C'est là que ça m'a frappé, mais en soi, je me souviens d'une fois, j'étais à l'opticien. Il y avait une affiche avec une mannequin fine, avec une peau, mais laiteuse comme jamais. C'était, voilà. Et j'étais trop triste parce que je voulais avoir sa peau. Et j'avais une obsession pour les peaux laiteuses super blanches. Et j'avais une pote à l'époque qui avait une peau, mais pour moi, c'était mon goal, quoi. Et ça, je sais que j'étais triste parce que je savais que j'avais pas cette couleur de peau quand même. Donc déjà, il y avait des petits trucs comme ça. Et ça, c'est le colorisme, du coup, c'est...
plus t'es blanche, plus t'es belle, plus t'es noire, plus t'es dégueulasse. Donc voilà, t'as un prisme comme ça et c'est pour ça qu'en Inde ou enfin dans plein de pays colonisés, il y a des produits mais bien chimiques pour te blanchir la peau. Quand je vais voir ma famille à Avranches et qu'il y a la télé indienne avec des pubs pour se blanchir la peau, mais en fait c'est un peu risible, mais tu te dis t'as des petites filles qui grandissent avec ça et donc t'as une femme qui arrive qui a rien dans la vie parce que elle est trop foncée de peau. Là, elle va à la banque, personne la regarde, personne ne lui donne son argent, il y a, voilà. Et là, elle met la crème éclaircissante. D'un coup, tout le monde la regarde, elle se trouve un mari, c'est bon, elle arrive à la banque, on lui ouvre un compte. Enfin, elle était en mode, ok, donc, et je sais que Maya, elle mettait du talc. Je pense que mes tatis indiennes aussi, elles mettent du talc. Donc, dans tous les cas, bon, il y a ça. Et je pense que quand on allait en Inde, donc, moi, je suis allée 3 fois dans ma vie, mais après, grande, enfin, plus consciente, et je sais que, on était considérés comme belles, mais parce que on est assez clair de peau du fait qu'on soit métisse, quoi. Au niveau des représentations, justement, j'en parlais pas mal, j'y réfléchissais. Le fait de pas comprendre à quoi je ressemblais, quand je cherchais des coupes de cheveux, des manières de s'habiller, etc., je me suis rendu compte que, en général, les métisses, c'est plus des afrodescendantes, et qu'en fait, c'était très pauvre en termes de représentation de ma communauté. Et en fait, dans mes souvenirs, moi, à un moment donné, les filles que je trouvais stylées, à qui j'avais envie de ressembler au niveau du style et tout, justement, c'était des musiciennes afrodescendantes, etc. Et du coup, à un moment, carrément, je faisais des tresses africaines, et c'était même mes amis qui me les faisaient. Et maintenant, bon, je ferai plus jamais ça, quoi, mais parce qu'en fait, c'était les seules meufs métisses que je voyais, qui avaient un style, et qui portaient fièrement leurs origines. En même temps, il y avait un style plus occidental et qui avait métissé ça. Et en fait, du coup, c'est vrai que moi, c'est un peu un truc qui me manque. Quand t'as pas de représentation, tu dois tout créer et tu dois te créer, en fait, tu dois t'inventer. Et sauf que ça facilite pas la tâche de te retrouver nulle part ou de voir quelque chose, une sorte de goal, tu vois, quelque chose qui te guide, quoi, un petit peu. Du coup, tu vois un peu à quoi tu peux ressembler, qu'est-ce que tu peux renvoyer, c'est quand même agréable. Et du coup, tu peux juste t'identifier, en fait. T'as l'impression que t'existes pas. Il y a un truc un peu comme ça, quoi. T'es entre deux, et vu que t'es entouré que de blancs, ou que d'indiens qui parlent tamoul et qui s'habillent d'une certaine manière, etc. Enfin, donc soit l'un, soit l'autre. Les personnes de ma famille qui vont immigrer de l'Inde, en soi, elles ont déjà une culture métisse, vu qu'elles ont dû s'adapter à la culture française. Mais en fait, c'est intéressant de voir aussi ce qu'elles ont gardé et comment elles ont couplé ça. Donc, en soi, c'est déjà une culture métissée. Mais quand même, en fait, dans tous les cas, nous, on n'a pas toutes les clés, on n'est pas pareil et on est beaucoup plus blanc. Et ma sœur, à un moment, elle a carrément dit nous quand elle parlait des blancs, quoi. Et c'était très révélateur de comment tu te positionnes, en fait, par rapport aux gens avec qui tu traînes quand la plupart de manière ils sont blancs. Ça aussi, c'était pas toujours facile, en vrai, parce que même les personnes les plus bienveillantes envers moi, il y avait toujours des petites remarques racistes qui pouvaient arriver de temps en temps. Et c'était jamais méchant, et c'était jamais voulu, mais qui te rappellent toujours ah oui, c'est vrai, d'accord, oui. Et qui fait que ça te ressort un peu à chaque fois en mode ah oui, c'est vrai. Ma cousine, donc l'autre enfant unique, elle a eu honte de ses origines et il y a eu un moment où carrément elle voulait plus trop manger les repas indiens alors que sa mère fait pratiquement que des repas indiens et elle voulait pas parler tamoul. Donc elle a eu un rejet plus fort de ça. Je sais pas vraiment pourquoi. Mais en même temps, la honte, ça c'est aussi un gros truc quand même dans les enfants d'immigrés, et notamment de première génération parce qu'ils n'ont pas les codes, des fois ils savent pas parler, donc ça fait des enfants parents qui doivent aider pour les papiers, l'administration parce qu'ils parlent mieux et voilà. Et Eva, elle a un peu ça, je trouve. Elle a un côté enfant-parent. Ça peut s'accompagner aussi de honte parce que tout simplement des trucs tout bêtes, mais par exemple l'odeur que tu peux avoir quand t'invites des amis, qui pourrait être très fort par rapport à la cuisine, des trucs comme ça, tu vois, de l'encens, des tenues qui sont différentes parce que à la maison c'est aussi un endroit où il y en a ils peuvent plus se permettre de mettre des tenues traditionnelles ou des vêtements voilà, par exemple les nighties donc qui sont une sorte de chemise de nuit en Inde, ces vêtements des fois il y a ce besoin de se conformer, de s'assimiler, donc d'essayer de cacher un peu, etc. Et la maison c'est l'endroit où tu peux parler ta langue, ta langue maternelle, tu peux t'habiller avec les vêtements que tu portais avant, et des fois j'ai l'impression que c'était pas toujours facile à assumer, quoi. Alors que maintenant, elle est dans un truc totalement inverse où elle veut apprendre le tamoul. Je lisais un livre sur la mythologie hindoue, donc les 2 livres les plus importants. Et tout de suite, elle était trop à fond, elle voulait l'acheter, elle était trop contente et d'une vraie curiosité. La culture indienne se
dont j'ai hérité le plus, je dirais que c'est la nourriture. Et ça, c'est quand elle est morte, c'était le plus gros truc, c'était de me dire j'aurais plus jamais le goût de ces plats. Mais ça, c'était horrible. Et je pense qu'il en restait encore dans les congélateurs et tout. Du coup, c'était un peu les dernières gouttes, les derniers. Mais ça a poussé, du coup, pas mal de gens de la famille à se mettre vraiment à cuisiner, à essayer de refaire ces plats. Et même, le mieux, je trouve, ceux qui ont pris des libertés et qui sont pas dit, OK, on va faire exactement comme elle faisait de manière. On fera jamais pareil. C'est bien aussi de faire progresser aussi la cuisine, de pas trop sacraliser. Moi, j'avais grave ce truc de sacraliser. Il fallait que ça ait exactement le même goût et tout. Mais en fait, autant accepter, après, c'est le truc de la mort, hein. On veut tout capturer comme c'était exactement. Mais en fait, vaut mieux accepter que ça change, que ça évolue et tout. Sinon, c'est trop triste. Ouais, la nourriture dans la famille, je pense, ma tati était tout le temps en train de faire des repas indiens après la mort de sa mère, tout le temps. Donc, ça se voyait que c'était... Mais parce que rien que l'odeur, en fait, c'est tellement familier, ça te rappelle, t'as l'impression que la personne, elle est là. C'est tellement évocateur. La religion hindoue, elle m'a toujours intéressée, mais pour les histoires notamment, parce que les histoires, elles sont incroyables. Il y a tellement de dieux, c'est un peu les histoires people, quoi. C'est celle que je connais le mieux, parce que j'ai lu la BD, j'ai lu un livre. Après, il y a toujours plusieurs versions. Mais c'est celle de Ganesh, le dieu préféré des hindous, et perso, mon dieu préféré aussi. J'aime bien celle d'Hanuman aussi, un dieu singe, c'est cool. Bon bref, mais c'est deux gros livres avec toutes les légendes qui se croisent entre les humains, les divinités, t'as des divinités de tout, de la pierre, de cette rivière, en fait c'est infini quoi, je sais pas, j'aime beaucoup. Et après ça dans les accessoires, et ça c'était un truc assez intéressant parce que c'est une manière d'afficher aux autres, mais du coup aussi de conscientiser ses origines. Dans l'absolu, j'aimerais que ça dépende pas d'accessoires, mais ça m'aide à... C'est comme porter fièrement mes origines, en fait, parce que la honte, elle vient facilement, mais la fierté, c'était plus compliqué. Surtout qu'en vrai, les Indiens, on va pas se mentir, mais tout le monde se fout de leur gueule. Enfin, quand je vois des mèmes sur Insta à chaque fois, bon, c'est la culture, elle est souvent quand même moquée, etc. Et il y a tellement de clichés autour de cette culture. Et moi-même, je la connais pas. C'est dans ce côté-là que ça me rend un peu triste des fois et que je regrette, c'est que en fait quand je vais commencer à m'intéresser à cette culture, je me sens comme une petite blanche qui a besoin d'exotisme et de sortir, et alors qu'en fait ça a besoin de se rattacher, mais ça pose des questions de légitimité. J'ai pas grandi en Inde, j'ai grandi en France, donc j'ai ce qu'on m'a donné en termes de culture. Maintenant j'ai besoin d'aller chercher plus, mais il y a un peu ce côté de je veux pas aller me servir comme ça, et c'est là que c'est un peu délicat dans cet entre-deux. Je serai jamais 100% indienne, et après que Aya soit morte, j'ai laissé pousser mes cheveux très longs parce que je voulais leur ressembler. Et après, je les ai coupés parce que dans ma tête, j'étais en mode, je ne les couperai plus jamais, je ne les décolorerai plus jamais, mes cheveux sont sacrés, bon. Et en fait, à un moment donné, j'étais en mode, ah ouais, mais tu seras jamais 100% indienne, tu sais même pas parler la langue, tu connais que dalle de leur culture, enfin voilà. La culture dans laquelle je me sens légitime, c'est celle que j'ai eu au contact de Aya et de ma famille. C'est un peu compliqué en fait, je trouve, quand t'es entre deux, de savoir qu'est-ce qui peut faire partie de toi, c'est quoi les limites en fait. Et c'est pour ça que dans cette quête un peu de mémoire, de fouiller, de se raccrocher à des nouvelles choses vu qu'il y a plus Aya, pour me sentir en lien quand même avec ses origines, etc., c'est compliqué. En fait c'est quand même beaucoup autour de la cuisine, et ça c'est pas anodin, hein. La cuisine c'est très puissant et c'est un bien que tu peux garder. T'as la mémoire familiale, en plus t'as la mémoire d'un pays avec les plats typiques, tout ça, enfin ça véhicule plein de trucs, donc c'est cool. Mais c'est vrai que j'aurais voulu plus, et surtout la langue en fait, c'est la langue qui manque le plus, parce que c'est aussi une manière de penser. Chaque langue c'est sa manière de penser, une manière d'exprimer les choses, de penser, de parler, même de bouger son corps, plein de trucs. Et ça m'avait marqué, c'était avant que ma Aya elle meure. Je suis allée 4 jours pour apprendre des recettes, filmer, documenter au maximum, etc. Et on s'amusait à essayer d'apprendre des mots tamoul avec mon cousin, mais qui lui, il a des facilités en langue. Et lui, justement, aussi, depuis qu'on savait qu'Aya elle allait mourir à cause du cancer, il était vachement dans cette démarche de commencer à bien apprendre le tamoul, les recettes. Lui aussi, et ça me faisait plaisir d'échanger avec lui. Et même, il a lu mon site portfolio un peu de 3e année, parce que je suis en école d'art, du coup. Ça lui a fait du bien aussi, parce que j'ai fait toute une partie sur Aya. Et en fait, vu qu'on parle jamais de ces choses-là dans la famille, c'est avec lui qu'on a le plus un peu partagé, échangé sur comment on avait vécu. Avec les générations au-dessus, c'est plus compliqué, à part une tati qui est beaucoup dans le partage, et c'est génial. Mais les autres, c'est plus compliqué. Il y a un rapport encore pas assez dans la transmission et l'échange et tout. Et du coup, je répétais les mots, un mot que j'avais appris, etc. Et là, c'est mon tour.
un accent horrible. Et du coup, elle me regarde comme ça, depuis l'encadrement de la porte, elle me fait, purée, t'as un accent vachement français, quoi. Et j'étais en mode, et oui, car je suis née en France, jusque-là, tout va bien. Ça me renvoyait toujours à l'entre-deux, où quand j'étais chez mes grands-parents, je me sentais pas forcément à ma place, quoi, dans cet environnement, en fait, ce décor, et leur attitude, en fait, comment ils étaient. C'était tout un milieu, en fait, toute une manière de penser et d'interagir avec les autres. Du coup, il y a toujours eu ce truc, quand même, d'entre-deux, tu seras jamais ça, tu seras jamais ça. Bon, d'accord. Alors ma sœur, je dirais que c'est encore plus compliqué que moi dans le sens où elle se sent encore plus déconnectée, je pense, de ses origines que moi, parce que, moi je sais quand même que bon, j'ai parlé de la nourriture, mais il y a quand même des éléments que j'arrive à intégrer, mais même dans mon style, dans mon travail, dans plein de trucs, de pas être assez indienne, je pense, même dans ma manière de vivre, les odeurs qui m'intéressent, que j'aime avoir chez moi, même l'odeur du riz, des trucs comme ça, plein de choses qui évoquent en fait et qui me rappellent la maison de Mahaya. Et ma sœur, elle a plus de mal à s'approprier ça, donc je pense des fois elle sent encore plus extérieure. En fait c'est un peu cet équilibre, on dit médecin, j'ai l'impression que c'est 50-50, donc t'es une moitié de ça, mais donc t'es des morceaux rassemblés. Et là, du coup, c'est pas du tout 50-50, quoi, ça va être 90% et 10%. Bon, ça sert à rien de donner des chiffres, mais en gros. Et du coup, il y a une culpabilité aussi. C'est sûr, ça aurait été différent si j'avais compris dès le début un peu mes héritages, quoi, et que j'aurais pu m'installer plus jeune dedans et créer un équilibre entre ces deux parties et plus les voir comme de l'eau et de l'huile, quoi. Et en même temps, mon père, je l'en veux absolument pas parce que c'est la force de l'intégration. Voilà, il a assimilé ça très vite, ça se voit, il est à fond dedans et il avait un peu ce devoir-là, donc pour ça, dans tous les cas, bon, c'est comme ça et c'est pas grave. Maintenant, c'est à moi de créer cet équilibre-là, d'aller chercher aussi. Ça me rend active aussi dans ma manière d'aborder mes origines. Et je joue avec ça et je vais chercher, je suis beaucoup plus curieuse. Donc ça me va comme ça. Ça me va comme ça. C'est juste que ça a été plus compliqué le moment du déclic, que ce soit lié à la mort. Et en fait, j'ai l'impression que ça allait se finir avec cette troisième génération, qu'on était trop délavés, quoi, et que ça allait se finir avec nous et qu'on allait perdre cette culture-là, en fait. Ne serait-ce qu'avec la langue qui était déjà perdue. Mais j'ai dramatisé de ouf, mais parce que j'étais dans une urgence, un truc. Je pense que chacun a fait un peu comme il pouvait à son échelle. C'est toujours compliqué, ces trucs de transmission dans tous les cas. À quel point tu transmets, mais en même temps, il faut que ton enfant, il s'intègre bien. Alors, vaut mieux lui donner un prénom Jean-François, des trucs bien français comme ça, et l'action de pas parler la langue maternelle à la maison pour qu'il apprenne plus vite le français. Et en même temps, ça me fait rire quand on me dit j'aimerais trop être métisse. Mais t'imagines, t'as deux cultures, la richesse, quoi, et tu peux aller piocher dedans, mais c'est la liberté, c'est génial, c'est mieux qu'être juste français, être juste blanc, tu vois. Je ouais, ok, toi tu sais pas, toi en fait, parce qu'il y a un fantasme autour du métis, et d'ailleurs depuis que il y a plus d'inclusivité dans les pubs, etc., ils vont pas mettre des meufs noires foncées, ils vont mettre des métisses, genre, parce que c'est un peu cette entre deux, ça doit être le pont qui doit lier main dans la main les blancs et les personnes de couleur plus foncée, donc marron ou noir, et comme ça devait être ce pont là, alors que pas du tout, en fait, c'est encore autre chose pour moi. Ça lie pas forcément les deux, c'est juste encore autre chose. On est pas mal de tismés dans mon école, du coup en début d'année, et ça a été une grosse libération en vrai. On a proposé aux personnes restées de l'école, on a envoyé un mail donc avec une de mes meilleures potes avec qui j'étais en colocation et qui est aussi métisse, proposé de se rassembler un peu tous les mois pour parler de ces questions-là, parce qu'on s'est rendu compte qu'on se dispersait. Je pense que c'est un réflexe aussi. Moi, quand je vois, j'étais amie pratiquement qu'avec des personnes blanches. Il y a un peu ce truc de fonds-toi dans la masse et de pas forcément se regrouper, parce que c'est peut-être aussi souvent mal vu. Il y a un peu de méfiance. Et ce regroupement, du coup, ça se voit que ça a fait du bien à tout le monde. Parce qu'en plus, ça a permis déjà de rencontrer des gens d'autres promos. Donc ça, c'est cool, ça se mélange. Il y a de plein d'âges différents, voilà, plein de parcours différents. Donc c'est trop intéressant de voir que nos travaux, ils se rejoignent pas mal sur plein de trucs. Des sensibilités
la manière d'utiliser la matière, etc., qui changeait d'autres personnes de l'école en général, quoi. Et aussi, ça a fait du bien de parler de nos parcours dans l'école, comment on vivait le fait d'être racisé en école d'art. Ça a fait du bien de voir que ça se rejoignait. En fait, ça a donné de la force et surtout, ok, on a fait l'état des lieux, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on organise une expo pour le mois de juin avec que les personnes du regroupement et une revue. Je pense que c'est un projet qui va continuer parce qu'avec celle avec qui j'étais en coloc et avec qui j'ai lancé cette idée-là, on a envie de continuer ensemble, de bosser autour de ces questions-là parce que ça se retrouve beaucoup dans nos tafs et voilà, et de continuer tout ça. Et de voir à quel point ça a fait du bien juste en fait. De décortiquer tout ça et de reprendre le pouvoir en gros, mais voilà quoi. C'est en fait, il y avait vachement cette question de se sentir invisible. Et là, de faire une expo où il y aura que nous et où plein de gens vont pouvoir découvrir notre travail, c'est cool. Et surtout de parler de ces questions-là parce que dans mon école, du coup, c'est beaucoup autour des questions. La plupart des gens de l'école appartiennent à la communauté queer, donc c'est beaucoup des questions de genre et d'identité dans ce sens-là. Ça fait du bien aussi de pouvoir aborder ce qui nous préoccupe et aussi le problème du fait d'avoir aucun prof racisé. Donc quand on demande des refs ou on parle de métissage, en soi c'est pas dérangeant d'avoir des profs blancs parce qu'en fait justement aussi c'est bien que ça touche pas forcément personnellement parce que ça permet d'avoir des retours avec plus de recul extérieur et des questions auxquelles on s'en attendrait pas forcément. Mais des fois quand même quand c'est très sensible et que ça tient à cœur, même ne serait-ce que pour les refs en fait. J'ai eu du mal à en avoir d'artistes racisés, faut aller vraiment fouiller et par soi-même, etc. Même dans des expos ou quoi, mais ouais, ça pose la question aussi du fait d'être racisé dans le monde de l'art tout court. J'ai un peu peur de ce que ça a donné. J'ai peur d'être envoyée systématiquement aux origines et j'ai l'impression que c'était tout le temps ça. Quand je lisais, je sais plus où j'avais vu ça, mais quand en gros ça parlait d'une personne qui allait exposer, qui avait des origines, en fait dans l'explication et de la présentation de la personne, ça joue à fond sur ça. Je trouve que c'est réducteur à chaque fois parce que t'es renvoyé à tes origines, donc en fait les gens ils sont en mode oh waouh, on va pouvoir avoir un peu d'ailleurs, c'est cool. Mais du coup, s'il faut la personne, je sais pas, s'intéresse vraiment aux plantes, ils vont quand même réussir à faire un rapport. Et en fait, ça enlève le côté juste t'es un humain, t'as des passions, t'as des intérêts, voilà, il y a plein de facettes, une complexité qui est totalement enlevée. Et t'es renvoyé beaucoup à ça. Donc ça, c'est un peu un truc flemme. Et c'est pour ça, choisir aussi où est-ce que t'exposes, avec qui tu travailles. Faut faire, voilà, c'est des questions qui se posent. Mais c'est intéressant. J'avais assisté à une conférence où la meuf avait fait écouter son podcast sur ces questions-là, mais c'était vraiment ciblé sur les étudiants noirs et pas métis, qui disait que il fallait plus avoir honte et ça c'est vrai, et ne pas hésiter justement à utiliser la culture d'origine, à la mettre en avant, à la mettre en valeur, etc. Et je pense que pas forcément. Quand on est né en France, justement, moi, quand j'avais fait le concours de la IR pendant l'oral, on m'avait fait la remarque tous les jurys que c'était trop occidental. Et j'étais en mode, oui, mais je suis née en France. C'est en mode, ouais, mais t'as des codes vraiment occidentaux dans ce que tu fais. En mode, ce serait bien un peu plus, en mode, fais-nous sentir l'Inde, quoi, dans ton travail. Ça, je l'ai eu aussi, quand j'étais dans mon école. J'ai déjà eu des remarques de prof. J'avais fait une install avec des potes et avec des tissus, etc. Et le prof à la fin qui dit, ça manque de musique indienne. Et c'est mes potes qui j'avais pas entendu en fait et qui m'ont relevé. Ou ta sensibilité à la couleur ça vient de l'Inde, non? Alors je lui ai dit que je suis allée 3 fois dans ma vie et que ça m'était pas forcément bien d'y aller, que le lien il était pas évident en fait avec mes origines dans tous les cas. Vu que quand je vais en Inde, je suis très mal et ça c'est aussi un truc sur lequel j'ai eu pas mal de remarques. Ah bon, t'aimes pas l'Inde, comme si je devais aimer l'Inde parce que c'est mes origines, alors que c'est très particulier comme pays. Hein. c'est agressif quand tu viens de l'Occident, tout le bruit, les odeurs et tout. Les codes, c'est tellement différent que voilà, c'est un truc qui peut me faire des crises d'angoisse. En fait, c'est toujours compliqué. Les étudiants racistes sont beaucoup plus facilement virés parce que leurs travaux, il y a forcément une sensibilité différente, une manière de s'exprimer différente, et c'est pas toujours bien vu. C'est pas les codes de l'art, c'est pas assez bobo peut-être à mon avis. Il y a un petit truc comme ça. Et t'as l'autre côté où on te pousse à les mettre à tout prix parce que tu peux te démarquer comme ça, parce que ils voient tout le temps la même chose. En vrai, il y a tellement de gens qui font de l'art. Il y a beaucoup la même chose et ça change un peu. Et ça se voyait que limite ils voulaient que j'ai grandi en Inde. Ça se sentait qu'ils étaient un peu déçus quand je dis non, j'ai grandi en France, c'est juste mes origines. Tu sentais un peu de déception. Ça allait pas être assez exotisant, voilà. Mais personnellement dans mon taf, du coup, pendant très longtemps, je voulais qu'il y ait rien en rapport avec l'Inde. C'était juste dans les thématiques et justement un peu des petites BD, mais un peu abstraites, quoi, un peu conceptuelles, de passer d'un monde à l'autre, un peu cette forme de bipolarité, du haut métissage, tout ça, oui.
mais je voulais mettre rien qui ait une connotation qui renvoie à l'Inde. Donc, par exemple, de la musique indienne, quoi. Qui renverrait directement et en plus à des clichés. Et alors aujourd'hui, du coup, c'est totalement différent. Donc, j'ai envie de mettre ce qui me touche. Donc forcément qu'il y aura des éléments de la culture indienne et que j'ai surtout avec lesquels j'ai grandi tout simplement. Mais il faut avoir une subtilité et une attention quand même particulière à ce qui peut être exotisant ou pas. Et surtout quand t'es métisse, du coup t'as grandi en France, t'as encore plus. Je trouve faut encore plus faire attention à ça quoi. Tu prends telle histoire, qu'est-ce qui t'intéresse dedans, qu'est-ce qui te touche, d'où tu te places, d'où tu parles, c'est super important. Et pas juste prendre comme ça parce que tu trouves ça beau, quoi. C'est ça qui est important. Mais c'est essentiel dans mon travail qu'il y ait ce métissage, parce que je travaille surtout sur ça, hein, sur le fait d'être entre deux choses, d'être au milieu et d'habiter cet interstice, justement. Si, hypothétiquement, j'avais des enfants, je pourrais pas leur transmettre la langue, déjà. Donc sur ça change pas. Je leur ferai beaucoup plus des plats, les plats de Mahaya, je pense. Et ceux que j'ai appris par moi-même ou ceux que j'ai inventés. Mais dans tous les cas, c'est une manière de cuisiner, des ingrédients, un ordre particulier, etc. Je laisserai manger à la main, tout simplement. Enfin, en fait, je pense que ce serait moins codifié à table. Il y aurait plus de faire comme on le sent, quoi. Justement, parce qu'il y avait une pote qui avait parlé de sa mère et sa mère avait été très franche, très jeune. Quand elle était très jeune, en lui disant, t'es pas blanche, et t'es une meuf. Enfin, en tout cas, t'es née assignée femme, donc sache-le, quoi, et parce que ta vie, elle va être en conséquence par rapport à ça, et tu vas en chier un peu, en vrai. Mais ça a été très clair, donc, au moins, la question, elle se posait pas. Et c'est vrai que, des fois, de dire les choses, de les poser comme ça, je pense que ça peut être pas mal. Sans traumatiser l'enfant, mais ouais, d'être franc sur ça, oui, je pense que c'est bien. Il y a un peu ce truc de mais j'ai grandi dans la culture française, donc j'aurais toujours l'impression, même si je leur montrais des films indiens que je suis allée chercher et que j'ai aimé, pas que c'est faux, mais que c'est fabriqué. J'aurais un peu peut-être des sensations comme ça, je pense. Parce que qu'est-ce que j'ai envie de transmettre dans mon art par rapport à ça? Mais c'est pas pareil qu'à des enfants. Il y a tellement de clichés que tout est vidé en fait d'une richesse que j'ai envie de réinjecter en fait, c'est tout. Alors déjà, la famille, c'est un groupe. Moi, j'ai du mal avec ce qui est du groupe parce que c'est très codé. Puis moi, la famille, je le renvoie quand même à quelque chose qui peut vite faire un peu décor. Voilà, t'as un rôle, tu joues ton rôle, quoi. Bon, il y a la phrase bateau de mais c'est tes amis, ta seconde famille. Bon, pour moi, ça reste différent quand même. Pas du tout le même rapport à mes amis, ma famille. Enfin, pour moi, ça reste quand même différent. Et je crois que ça me va. C'est pas grave s'il y a un peu de fake dans la famille et tout. Tant que on est là les uns pour les autres dans les moments importants. C'est pas grave s'ils connaissent pas en vrai qui je suis à 100%. Mais faire famille, je pense que c'est le lieu d'être un peu plus sincère, vulnérable. Construire une famille, c'est tellement compliqué. C'est un challenge en vrai. Enfin, je pense qu'il y a peu de gens qui sont vraiment satisfaits de la manière dont ils ont fait famille. Plein d'enfants, tout le monde a été traumatisé par ses parents. Enfin, j'ai rarement vu des familles épanouies. En fait, dark emo. Moi, j'ai l'impression que plus tout le monde s'est fait déglinguer un peu par sa famille, ses parents, parce qu'ils sentaient pas de dire telle chose ou telle chose. J'ai vu par contre des parents sauver leurs enfants. Ça, j'en ai vu. Et voilà. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Moi, je trouve ça compliqué. Pour rester dans le métissage, du coup, ce serait de pas se voir comme des morceaux de plein de trucs, mais se voir comme une unité. Parce que ça, je trouve que ça éclate trop l'identité et ça a aucun sens, en fait. Faut se créer. Et justement, vaut mieux habiter ce milieu-là et voir qu'est-ce qui se rejoint au milieu. C'est comme dans le livre de Vincent Després, quoi, quand il disait, le plus intéressant, parce qu'elle parlait des fantômes, c'est de se placer au milieu, entre les vivants et les morts pour communiquer. Et maintenant, je me dis, c'est vrai que c'est au milieu qu'il y a les plus belles choses, les choses les plus nuancées, les plus intéressantes. Vous venez d'écouter Descendance, un podcast créé, réalisé et monté par Alice Fidel et Clara Elters. Si vous aussi vous avez envie de raconter votre histoire, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux ou nous écrire à l'adresse mail podcast@descendance.com.
La musique originale et l'habillage sonore ont été réalisés par Valentin Caillon et Gwenaëlle Renaud et le mixage par Raphaël Martin. À très bientôt pour un prochain épisode